Bienvenue dans ce 11e épisode de EndoPaper. Cette semaine, je vais vous présenter un papier qui a vraiment fait jurisprudence dans la radiographie en endodontie. Et effectivement, aujourd'hui, il perd peut-être un tout petit peu de son intérêt puisque l'imagerie digitale et notamment tridimensionnelle est venue complètement modifier notre approche de la radiographie, l'utilisation de la radiographie en endodontie. Néanmoins, il faut savoir que la radiographie digitale, si elle en est là aujourd'hui, elle n'est pas venue comme ça, du jour au lendemain, et surtout, on accepte et on se délègue beaucoup plus de ce qu'elle peut proposer aujourd'hui quand on sait d'où on vient exactement. Alors, je vous remets dans un contexte clinique assez fréquent. On imagine un patient qui arrive avec une douleur d'artère intense. On réalise une radiographie et là on voit rien. Pourtant on l'a fait proprement avec un angulateur. L'image semble normale et pourtant quelques semaines plus tard une lésion apparaît. Voilà, on refait la radiographie et là on voit une lésion. On se dit mais comment c'est possible alors qu'il n'y avait rien il y a 15 jours et qu'aujourd'hui il y a quelque chose. Eh bien c'est vraiment là-dessus que l'étude de Bender est venue se pencher sur ce problème, c'est que pourquoi une lésion a priori existante ne se voit pas à la radiographie. Alors, et encore une fois, souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de scintigraphie, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Alors, il y a un paradoxe auquel on est confronté quotidiennement, mais même aujourd'hui. Tout le monde n'a pas de cone BIM, et puis j'espère que tout le monde ne fait pas systématiquement un cone BIM sur une dent. Je vous rappelle que la réglementation nous impose un encadrement de la décision, de la prescription de ces examens, et que on doit le faire que quand les radiographies ne nous donnent pas suffisamment d'informations. Mais encore une fois, ces radiographies nous trompent régulièrement, et ce qui justifie l'intérêt de l'utilisation du cone BIM en disant, bah, tu vois, il n'y a rien à la radio, et là, elle voit bien sur le cone BIM. Donc, des études ont été montrées pour démontrer que de nombreuses lésions inflammatoires périapicales existantes cliniquement ou au moins sur le plan histologique, parfois d'une certaine taille d'ailleurs, n'apparaissaient pas sur les clichés radiographiques. Alors, Bender a démontré expérimentalement que les lésions confinées dans l'os spongieux, qui ne touchaient pas la corticale externe, eh bien, reste totalement invisible. Et c'est assez troublant qu'une masse finalement cellulaire liée à une destruction, une déminéralisation osseuse puisse exister dans un maxillaire sans que l'on puisse le voir à la radiographie. Et là, on se dit, bah, est-ce que vraiment c'est le meilleur examen? Ce qui est plus embêtant encore, c'est qu'on a une cinétique entre l'apparition du problème, où on a une réaction inflammatoire périapicale au niveau osseux, et l'apparition d'un véritable tissu granulomateux inflammatoire. Et ça, c'est environ estimé entre à peu près à 4 semaines. Donc entre le moment où il y a le problème qui se déclenche et le problème qui devient macroscopiquement visible, il y a déjà 4 semaines. Et ensuite, il va falloir qu'il se passe quelque chose au niveau de ces lésions, qu'elles atteignent une certaine taille et surtout qu'elles touchent la corticale pour qu'elles deviennent visibles à la radiographie. Donc il y a une deuxième limite temporelle. Alors, quel est le protocole qu'ils ont utilisé? Il est assez simple aujourd'hui, il est même assez standardisé, mais dans le contexte des années 80, c'est quelque chose d'assez pertinent et pas forcément facile à voir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont d'abord sélectionné des segments plats de 5 mandibules sur des cadavres, de façon à éliminer les variations dues à des courbures naturelles de cet os qui auraient pu générer des erreurs supplémentaires. Et ensuite, ils ont créé méthodiquement des lésions, enfin des tranchées avec une fraise dont l'épaisseur allait de 0,5 à 1,25 mm. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez que entre 0,5 et 1,25, on est dans l'inframillimétrique, et c'est cette différence inframillimétrique qui va faire qu'une lésion devient visible ou pas. Donc déjà, il fallait une certaine précision au niveau technique pour pouvoir réaliser ce modèle, mais surtout, il fallait avoir l'idée que c'était pas du 1, 2 ou 3 mm qui allait faire la différence. Au niveau de l'os spongieux, ils ont fait des coupes, ce qu'on appelle des coupes sérielles, de 5 mm de profondeur, avec des largeurs variant de 1 à 7 mm. Et donc, chaque lésion était photographiée avant, donc en rajoutant ces couches, eh bien, ils considéraient qu'il y avait une perte de 1 ou 2 mm, 1, 2, 3, 4 mm. Donc, ils rajoutaient ces trucs, ces couches les unes après les autres, ils ont fait des photos, et ensuite, ils ont fait les radiographies, ils ont fait une corrélation entre les deux. Alors, 3 observateurs, alors d'abord, ils ont paramétré aussi la radiographie, générateur de 65 kV, donc c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui on est plus sur du 90 kV.
10 milliampères, un temps d'exposition assez long, de 0,4 secondes. Sachez que avec votre radiographie numérique aujourd'hui, on a divisé par 10 ce temps d'exposition. Et puis surtout, il y a une standardisation aussi au niveau du développement des images, puisque à l'argentique, il y avait révélateur, rinçage, fixateur, rinçage, séchage, et donc les bains étaient standardisés à 28 degrés. Les temps de trempage extrêmement précis, et puis surtout, une radio n'était pas lue tant qu'elle n'était pas séchée. Donc cette standardisation garantissait à l'époque une reproductibilité des résultats. Alors, on a complètement oublié ça, parce qu'aujourd'hui, le digital, on a complètement abandonné les produits dans nos cabinets. Et ensuite, il y a 3 observateurs qui ont regardé chaque radiographie, classant ensuite la classification en 4 catégories: lésions distinctes, visibles, réduites ou non visibles. Voilà. Et un consensus et un calibrage a été fait de la même façon qu'on fait de la calibration clinique aujourd'hui sur la lecture des images, et ça a permis d'avoir des résultats cohérents. Alors, les résultats que vous voyez à l'écran là depuis quelques temps, ils sont assez fascinants et assez contre-intuitifs. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais il était extrêmement contre-intuitif à l'époque. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le seuil minimal d'une détection pour une détection radiographique correspond à une perte de 12% d'os cortical. C'est-à-dire qu'il faut 1/10 de perte d'os cortical pour que la lésion devienne visible. Tant que l'os va rester complètement au niveau de la médulaire, la lésion va rester complètement au niveau médulaire, eh bien, on va passer à côté au niveau de la radiographie. Attention, pour qu'une visualisation claire et indiscutable soit non discutable pour le coup, il faut attendre 14,3% de perte osseuse corticale, ce qui équivaut à 7% de la perte minérale. C'est une chiffre à retenir, parce que même si on n'arrive pas, nous, à le quantifier, ça nous donne cette notion que c'est pas parce qu'on voit rien à la radiographie qu'il n'y a rien histologique. Le plus surprenant pour moi, quand j'ai relu cet article, c'est que dans l'os spongieux, même des lésions de 6 à 7 mm de diamètre peuvent complètement passer inaperçues si la corticale dépasse 8 mm. Alors 8 mm de corticale, c'est assez rare, pour être très franc. Ça, on voit très bien sur les cone beams, maintenant on arrive à les calibrer. Ça peut arriver sur des mandibules, et où l'os cortical est tellement épais et tellement minéralisé qu'il se comporte comme un rempart et bloque les photons des rayons X, et donc il bloque les rayons X qui ne peuvent pas acheminer et aller jusqu'au capteur ou au film radiographique, et donc ça pose un problème. L'étude a également révélé que l'angulation du faisceau radiographique jouait un rôle, et qu'une différence d'angulation de 15 degrés au niveau horizontal peut complètement faire apparaître, voire disparaître une lésion. Alors ça, on le sait que sur les règles de Clark et de Walton, où on a un déplacement des radiographies du générateur par rapport au film, mais on sait qu'en déplaçant, on va continuer à voir des choses ou pas. Pourquoi ? Parce que la déminéralisation corticale, de la corticale qui permet la visibilité et l'apparition de la radiographie, va pas être la même en fonction de l'angulation qu'on va prendre. C'est pour ça que Brinolf, les gens connaissent Brinolf par ses lunettes, les lunettes noires qui permettaient de regarder les radiographies dans le noir avec la loupe 2,5, etc., etc. Et lui, il recommande de prendre 3 clichés sous différents angles pour augmenter la précision diagnostique jusqu'à 90%. Donc c'est assez énorme, et en gros, voilà, il faut juste le faire, mettre l'angulateur et déplacer son angulation, déplacer l'angulation, modifier l'angulation du générateur par rapport au film. Donc c'est un phénomène qui est très intéressant, qui concerne la localisation de ces lésions. Celles qui sont situées près de la jonction corticale cortico-spongieuse sont détectées plus facilement, ce qui est assez logique, car finalement, il y a une déminéralisation qui est telle que les rayons X vont passer assez facilement à travers. À l'inverse, les lésions qui sont centrées dans le spongieux ou qui sont décalées sur la paroi palatine ou linguale, elles sont encore difficiles à être visibles. C'est normal, puisqu'on a de la corticale, une épaisseur de spongieux qui est normale, et ensuite la lésion. Et donc tout ça fait que ça peut paraître c'est-à-dire problématique à la lecture. Alors, ces découvertes transforment notre approche diagnostique. Alors encore une fois, aujourd'hui, on est tellement entraîné à lire des images, des radiographies, etc., que on voit plus trop l'intérêt. Sauf que aujourd'hui, on a du digital, donc qui est beaucoup plus précis. Sachons quand même que la taille du voxel ou du pixel est inférieure à celle du grain argentique. Donc finalement, on a beaucoup plus de pixels, beaucoup plus de grains argentiques sur une radio qu'on a de pixels. La deuxième chose, c'est qu'on a une extrapolation de l'image. Donc certes, le digital va permettre d'amplifier les signaux, et donc va nous permettre de voir plus de choses
que tout le monde voit au premier abord, et puis surtout l'apparition de l'intelligence artificielle qui se présente un peu trop souvent à mon avis comme la solution magique. L'intelligence artificielle ne fait qu'une chose qu'elle fait mieux que nous, c'est de lire et de provoquer des résultats. D'ailleurs, tous les logiciels d'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui qui sont disponibles demandent systématiquement une validation de l'humain. Ils proposent de voir quelque chose et nous, on confirme si vraiment il y a quelque chose. C'est assez intéressant parce que j'ai participé, moi, à des évaluations de logiciels comme ça au niveau international, au niveau 3D. C'est que des fois, on nous donne une image, on ne voit rien, et ensuite, on nous dit, bah, tenez, l'IA a vu ça, et là, quand on retire l'IA, on dit oui, il y a quelque chose. Et en fait, ça nous permet d'attirer notre œil vers quelque chose qui passait inaperçu au départ. Deuxièmement, la technique multi-angulaire devient essentielle, même si elle est évidente aujourd'hui, elle n'est pas assez utilisée. Et moi-même, mea culpa, et je suis amende honorable là-dessus, je l'utilise pas assez, puisqu'on a cette facilité du 3D de se dire bon, bah, si je vois pas la radiographie, que j'ai un doute, je vais faire un 3D. Et je crois que il y a encore des 3D qui sont trop systématiquement utilisés, et on a perdu un petit peu cette approche critique et diagnostique qui faisaient les cliniciens de référence et qui faisaient les endodontistes, à la différence des remplisseurs de canaux. Voilà. Donc, variez vos angulations, particulièrement en horizontale, pour maximiser les chances de détection. Troisièmement, comprendre qu'il y a une chronologie dans la visualisation. C'est qu'entre le moment où le processus se met en place par le développement d'une réaction, d'une déminéralisation osseuse, par le développement d'une inflammation, et le moment où ça va être visible, c'est deux choses complètement différentes. Et on peut avoir jusqu'à 2 à 3 ou 4 semaines. À l'époque, la scintigraphie au technétium était beaucoup plus utilisée, heureusement, mais était beaucoup plus sensible et qu'on commençait à faire un diagnostic en 1 à 2 semaines. Mais souvenez-vous que la radiographie, il lui faut du temps pour que la lésion ait une certaine maturité pour qu'elle soit visible à la radiographie. Dernièrement, méfions-nous des os à cortical épais, surtout à la mandibule. On pose déjà des problèmes à l'anesthésie, mais c'est aussi un problème à la radiographie, parce que c'est des corticales denses, peuvent vraiment masquer des lésions, parfois même volumineuses. Et on a tous vu ça, des patients qui avaient des grosses lésions, et on aurait juré tout ce qu'on avait de plus cher de dire non, il n'y a rien, regardez la radiographie, il n'y a rien. En plus, les grosses lésions sont souvent diagnostiquées sur des radiographies panoramiques qui ont une sensibilité qui est très très inférieure à la radiographie rétroalvéolaire. C'est pour ça que les apex mésiales des premières molaires mandibulaires sont souvent situées dans un spongieux central, et on a l'impression que c'est là où on fait le plus d'erreurs de lecture, à mon avis. Alors, les techniques complémentaires, on la connaît très bien, c'est le cone beam, qui vraiment a tendance à se vulgariser de plus en plus. C'est une bonne chose, mais comme tout, eh bien, on tombe dans l'excès inverse, on pensait que le cone beam est la solution à tout, ce qui n'est pas vrai, et surtout le développement de l'intelligence artificielle, donc ça c'est assez intéressant, j'en ai parlé un tout petit peu, mais l'intelligence artificielle va nous permettre, est une véritable aide à la lecture. Elle ne remplacera pas l'humain, à mon avis, à ce stade. Par contre, elle va vraiment l'aider à aller lire des choses où son œil ne va pas aller. Et donc, il y a des études médicales, notamment, qui démontrent une détection de 10 à 15% plus précise avec l'aide de l'IA que l'œil humain seul dans le diagnostic des tumeurs. Et donc, même si on ne travaille pas du tout sur du tissu tumoral, on a de grandes chances de penser que ce qui est vrai sur les tumeurs est également vrai au niveau des réactions inflammatoires osseuses. Alors, le message clé que je vous propose de retenir, c'est que la radiographie conventionnelle a des limites inhérentes à sa technique, et qu'il faut une perte minérale d'un minimum pour qu'elle soit visible et qu'on puisse les visualiser à l'image. Et c'est pour ça que de nombreuses lésions restent invisibles pendant des semaines, et pourtant elles sont existantes. En conclusion, ne considérez jamais une radiographie normale comme une preuve d'absence de pathologie. Ne faisons pas dire non plus à l'image, à la radiographie, ce qu'elle ne nous dit pas. Donc c'est un équilibre à trouver, et un peu c'est la difficulté du diagnostic que l'on va associer par un examen clinique, une anamnèse assez précise, et des techniques d'imagerie complémentaire, voire du cone beam. Encore faut-il savoir lire les cone beam, et encore faut-il savoir les prendre avec une bonne qualité. Et très souvent, dans mon exercice, je reçois beaucoup de cone beam, et certains sont absolument inexploitables parce que on considère que c'est une panoramique et on fait ça. Non, la réalisation d'un cone beam, elle doit répondre à des règles de standardisation, de minimum de radiation, et pourtant d'optimisation de la qualité de l'image. Et sachez que tous les appareils ne se valent pas.
Donc souvenez-vous que la prochaine fois qu'un patient se présente avec un symptôme, une radiographie normale, eh bien que on ne voit pas tout à la radiographie. Donc déjà, faites 2 clichés excentrés, ça vous aidera. Et surtout, ayez des radiographies qui sont reproductibles. Continuez à questionner, explorer et surtout discuter avec vos patients comment c'est apparu, quel est le type de radiographie, quel est le type de douleur qu'ils rapportent. Et grâce à tout ça, finalement, ça va vous décider et vous motiver ou non à utiliser un examen Cone-Beam supplémentaire pour aller chercher plus loin. Voilà, un papier qui aujourd'hui peut paraître complètement comme dépassé, et pourtant, ça reste une évidence pour tout le monde, et ça permet aussi d'expliquer pourquoi eh bien, il y a des choses existantes qu'on ne voit pas, et ça doit nous rappeler l'humilité au niveau du diagnostic. J'espère que cette analyse d'article vous a bien plu, et je vous donne rendez-vous pour le 11e épisode très prochainement. À très bientôt.